J'ai l'impression, Monsieur le Ministre, sur ce sujet, de revenir un peu comme une cousine de province, vous savez, avec mon petit bagage, et de venir vous répéter la même chose de PLFSS en PLFSS. L'actualité de ces derniers jours me conforte néanmoins. Fraude massive de 700 000 € détectée de façon aléatoire dans la caisse d'assurance maladie du Haut-Rhin pour un pharmacien qui avait falsifié des ordonnances, modification de date, ajout de prescription, création d'ordonnances, d'où l'urgence de la numérisation d'ailleurs des ordonnances. Et puis hier, devant le tribunal de Grenoble, 3 prévenus comparaissaient pour un préjudice de plus d'1 million d'euros. Un médecin et 2 complices comparaissaient pour avoir falsifié des dossiers d'aide médicale d'État au profit de 197 personnes domiciliées à l'étranger et qui donc n'avaient pas droit à cette prestation. De même, ce matin, le Figaro économique titrait « Fraude sociale, l'assurance maladie enquête sur une centaine de centres ophtalmiques », soulignant d'ailleurs le rôle du lanceur d'alerte Charles Prat, que nous connaissons bien. Monsieur le ministre, pour ce sujet, comme pour beaucoup d'autres, le proverbe populaire « quand on cherche, on trouve » trouve son application. Cette proposition de loi est le fruit d'un long travail et d'une certaine obstination pour rendre ce sujet plus visible, mais aussi plus transparent. Je le dis et je le répète, notamment à mes amis du groupe communiste, républicain, citoyen et écologique, il ne s'agit pas d'une fraude de pauvres. Il ne s'agit pas non plus de stigmatiser les étrangers. Il s'agit d'une fraude en réseau organisée, si bien organisée d'ailleurs que Tracfin, la cellule de renseignement financier du ministère de l'économie, s'attache désormais dans ses rapports à étudier les conséquences de cette fraude sociale. Le dernier rapport de Tracfin est d'ailleurs assez clair sur le sujet. Fraude aux cotisations sociales, 194 dossiers. Vous voyez les fraudes aux cotisations, ma chère collègue Cathy. La fraude aux prestations sociales, 43 dossiers. Et depuis le 1er janvier, et ça c'est très important, un inspecteur du recouvrement URSSAF assure les fonctions d'agent de liaison au sein de Tracfin. Donc le texte qui vous a été proposé initialement comportait 24 articles. Il résultait du passage au peigne fin du rapport qu'avec ma collègue Carole Grandjean, à l'Assemblée nationale, nous avions rendu à votre demande, Monsieur le ministre, et celle du Premier ministre, Édouard Philippe, ainsi que du rapport de nos collègues de l'Assemblée nationale, très largement inspiré du nôtre d'ailleurs, et enfin du rapport de la Cour des comptes. Cette proposition a été consciencieusement examinée par les services du Sénat, que je remercie, de façon à éviter que des mesures réglementaires n'y figurent et pour assurer son orthodoxie parlementaire. Et je suis un peu peinée d'entendre qu'ici ou là, elle ne serait pas aboutie, parce que c'était quand même un long travail. Donc je remercie le groupe de l'Union centriste d'avoir inscrit cette proposition dans cette niche. Lors d'un entretien avec le rapporteur général, nous avons pu constater qu'un certain nombre de dispositions faisaient doublon avec des mesures votées lors du PLFSS ou alors en cours d'examen par vos services, monsieur le ministre, notamment l'examen du dispositif pour améliorer le RNCPS, qui fait l'objet d'une expertise IGAS, également la carte vitale biométrique, qui fait l'objet désormais d'une expérimentation dans 10 départements. Ainsi, un certain nombre de ces mesures n'avaient pas à figurer dans cette proposition. Comme je vous l'ai dit, soit elles faisaient doublon, soit elles étaient en cours d'examen par ailleurs. D'autres dispositions ont été écartées de façon à concentrer l'attention du Sénat dans le temps, évidemment, de cette niche. Pour moi, c'était un peu le choix de Sophie. Résultat d'une âpre négociation avec le rapporteur, ce choix ne signifie pas, monsieur le ministre, un renoncement de ma part pour défendre des mesures écartées dans le cadre, évidemment, d'un autre texte. Je maintiens, par exemple, que les conditions ne sont pas encore remplies, loin de là, pour éviter la fraude documentaire. J'attends avec impatience l'évaluation de l'application de l'article 13 du PLFSS portant consultation systématique par les organismes de sécurité sociale du fichier AGDREF. Je maintiens également que la marge de progrès est très importante. Je connais la position de nos collègues du groupe communiste républicain, citoyen et écologique, qui opposent la fraude fiscale à la fraude sociale. Les deux fraudes aux finances publiques sont à combattre de façon équivalente. Encore une fois, dans mon esprit comme dans celui de Carole Grandjean, pas de stigmatisation, juste un constat et une alerte parallèle et même équivalente sur le non-recours
Parce que, évidemment, le non-recours est aussi un défaut de notre système. À la fois sa porosité pour les fraudes, mais à la fois le fait qu'il laisse un certain nombre de gens à l'extérieur d'un système, alors que ces gens devraient avoir droit à des prestations qu'ils ne vont même pas chercher. Donc les deux sujets sont équivalents. Il faut combattre donc les deux problèmes avec la même énergie. Je ne doute plus de la volonté du gouvernement, compte tenu de la feuille de route, Monsieur le ministre, que vous avez eu l'occasion et l'opportunité et l'obligeance de me communiquer. La France est un pays particulièrement généreux, 750 milliards de prestations versées, avec un système particulièrement complexe qui permet des fraudes sans grande sophistication, compte tenu de l'échange systématique de données et aussi du système déclaratif. Monsieur le ministre, sur ce sujet, il va vraiment falloir évoluer vers le « dites-le nous une fois » et vers un meilleur échange de données. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. 27 milliards de chômage partiel, plus de 200 millions de fraudes, c'est ce qui arrive en ce moment. Là aussi, il faut plus contrôler ces sujets. Un fraudeur comptant est un fraudeur qui revient. Faisons en sorte, Monsieur le ministre, qu'il ne revienne plus. Il restera à presser vos services et les organismes pour que nous puissions contrôler les dispositifs en place. L'évaluation va être extrêmement importante, mais aussi chiffrer la fraude. C'est impossible que d'organisation en organisation, que même la Cour des comptes soit impossible de chiffrer. Et moi, Monsieur le ministre, je pense qu'une des solutions serait probablement d'externaliser le contrôle de la fraude. Parce que lorsque l'organisme contrôle lui-même la fraude, je pense qu'à un moment, on arrive à l'aboutissement de l'exercice et qu'il faudrait probablement externaliser ce contrôle de la fraude des organismes sociaux, de façon à ce qu'ils ne le fassent pas eux-mêmes. Et puis, j'en ai fini pour qu'on gagne un peu de temps. Et puisque nous sommes entre nous, je voudrais vous demander quelque chose, Monsieur le ministre. Moi, j'aimerais que le rapport que nous avons fait avec Carole Grandjean soit accessible sur le site du ministère. Parce que je trouve vraiment dommage qu'un travail aussi excellent ne soit réservé qu'aux initiés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous attendons donc aujourd'hui l'examen en séance de la proposition de loi tentant à lutter contre les fraudes sociales. Et je tiens tout d'abord à féliciter et à saluer le travail effectué par notre collègue Nathalie Goulet, auteure du texte, et le travail effectué par le rapporteur Jean-Marie Van Lerenberg. Néanmoins, je fais aussi le vœu pour que nous puissions un jour travailler à l'avenir sur un texte qui viserait à lutter contre tous les types de fraude, car chaque fraude est un coup de poignard dans notre idéal républicain et symptomatique d'une société qui se détourne progressivement de l'intérêt collectif au profit d'intérêts individuels. La lutte contre les fraudes sociales est un sujet qui revient de manière récurrente sur les bancs de cette Assemblée. Pour ne citer que les travaux récents, nous pouvons évoquer la proposition de résolution visant à lutter contre la fraude transfrontalière déposée par notre collègue André Reichardt et votée par le Sénat, ou encore la proposition de loi tentant à instituer une carte vitale biométrique, texte déposé par notre collègue Philippe Mouiller et dont la présidente Catherine Deroche a été rapporteure. À noter également qu'une commission d'enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales et présidée par notre collègue député Patrick Hetzel a été mise en place à l'Assemblée nationale. Ses conclusions ont été présentées en septembre dernier. Enfin, je rappellerai qu'une proposition de loi visant à améliorer l'accès aux droits et lutter contre la fraude sociale, texte à l'initiative de notre ancien collègue Éric Doligé, et dont j'étais la rapporteure, avait été discutée en mai 2016 au sein de cet hémicycle. Malheureusement, l'examen de ce texte avait été arrêté à l'issue du rejet de l'article 1er, faisant dire à ce texte ce qu'il ne disait pas. Je fais donc le vœu que nous puissions cette fois aller au bout de ce texte afin que le Sénat envoie un signal fort en matière de lutte contre les fraudes sociales. À ce propos, j'ai déposé plusieurs amendements inspirés de mon rapport sur la proposition de loi Doligé visant à compléter les différents dispositifs présents dans la proposition de loi discutée ce jour. Les chiffres en matière de fraude sociale divergent et je ne rentrerai pas dans ce débat car bien malin est celui qui peut se targuer de pouvoir mesurer objectivement le montant total de ce type de fraude. Le RSA, les aides au logement, les allocations familiales, le minimum vieillesse, les arrêts maladie sont autant de dispositifs concernés par ce phénomène en augmentation permanente. Quelques chiffres tout de même qui ont pu être vérifiés qui sont symptomatiques des défaillances de notre pays pour endiguer cette terrible réalité. Près de 74 millions de personnes bénéficiaires de prestations sociales dans un pays qui compte 67 millions d'habitants. Plus de 250 porteurs de la carte vitale qui ont plus de 120 ans et plus de 3 millions sont centenaires, de quoi faire pâlir le Japon, champion de la longévité
et qui aurait pu inquiéter Jeanne Calment, dont le record tenait jusqu'alors. L'enquête sur la fraude aux prestations sociales, réalisée par la Cour des comptes à la demande de la Commission des affaires sociales du Sénat et présentée en septembre 2020, permet de constater, je cite, qu'il s'agit bien d'une atteinte au principe de solidarité et d'un coût financier élevé. Le Conseil constitutionnel a lui-même reconnu à la lutte contre la fraude le caractère d'une exigence constitutionnelle. Et ne nous trompez pas, il s'agit bien de lutter contre la fraude organisée. À un an de la prochaine élection présidentielle, il faut du courage politique, Monsieur le ministre, pour s'attaquer à ce problème épineux et complexe. J'espère que l'exécutif est prêt à assumer ce courage. De nombreuses solutions existent et ne demandent qu'à être mises en place. Ce ne serait que justice pour la majorité de nos compatriotes silencieux par pudeur et honnêtes par valeur. Ces femmes et ces hommes qui chaque jour font honneur à cette nation, se demandant ce qu'ils peuvent faire pour leur pays, et non l'inverse, reprenant ainsi un célèbre concept kennedien. Je ne sais si ce texte sera mis prochainement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mais il a le mérite de remettre sur la table cette réalité qui n'est pas digne de notre pays et qui est une offense aux pères fondateurs de la sécurité sociale et aux personnalités politiques qui ont œuvré et œuvrent encore chaque jour en faveur de la solidarité nationale pour que les plus faibles puissent être accompagnés par la puissance publique. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Franck Menonville, du groupe des Indépendants, pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues. Lutter contre la fraude sociale, c'est assurément défendre notre modèle social. C'est pourquoi je salue l'initiative de notre collègue et cette proposition de loi portée par notre excellente collègue Nathalie Goulet et le groupe de l'Union centriste. Les enjeux financiers y sont importants. Nous devons veiller à préserver notre modèle social auquel nous sommes tous attachés dans cette Assemblée. Le député Pascal Brindot, dans un récent rapport, estime en effet à 14 milliards d'euros le montant total annuel de ces pratiques, qui sont d'ailleurs souvent le fait de professionnels de la fraude. Bien sûr, ce ne sont que des estimations, et il y a là une véritable nécessité d'objectiver ces chiffres. Car de surcroît, même la Cour des comptes, dans son récent rapport, présenté donc en septembre dernier, s'est estimée incapable de chiffrer avec précision ces fraudes. Pourtant, tout indique que les montants des fraudes aux prestations et aux cotisations ont largement augmenté ces dernières années. À titre d'exemple, le montant de la fraude aux organismes sociaux est estimé par la Cour des comptes à 1 milliard d'euros en 2019 contre 850 millions d'euros en 2017. De plus, on dénombre près de 3 millions de bénéficiaires dits fantômes de droits à l'assurance maladie. C'est absolument considérable. La fraude fait peser donc le doute sur l'efficacité et sur l'équité de notre modèle social. Il faut le constater, aujourd'hui, nos organismes sociaux ne sont pas assez armés pour lutter contre la fraude, tant des particuliers que des professionnels. Ainsi, nous devons urgemment nous atteler à repenser l'architecture de nos bases de données. Je pense notamment au répertoire national commun de la protection sociale. La principale difficulté réside dans le fait que toutes les prestations sont versées sur une base déclarative avec un contrôle a posteriori. Il faut travailler au croisement des données entre les organismes sociaux et fiscaux. Il faut aussi leur donner accès aux historiques des montants versés afin d'éviter les doublons. Les moyens technologiques actuels doivent nous y aider. C'est dans cette même logique que je soutiens le développement de la carte biométrique. Elle doit être totalement sécurisée. Et d'ailleurs, l'expérimentation actuelle doit rapidement laisser la place à sa généralisation. Une telle mesure devrait permettre donc de limiter le nombre de cartes en circulation dans notre pays, le surnombre de cartes en circulation dans notre pays. On l'estime aujourd'hui donc à 2 millions de cartes. Il s'agit de double détention ou de double affiliation. Il n'est donc pas acceptable dans un pays aussi développé que le nôtre, avec un système aussi généreux que le nôtre, que nous ne disposions pas de moyens de contrôle plus performants. Pour conclure, mes chers collègues, la pérennité de notre modèle social
dépend de notre capacité à lutter contre ces fraudes. Vous l'aurez compris, donc, le groupe Les Indépendants soutient donc cette proposition de loi qui va clairement dans le bon sens. Il est temps d'agir, il en va de la crédibilité de l'État et de la puissance publique et de l'avenir de notre modèle social. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Raymonde Poncet Monge pour le groupe écologiste pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la crise sanitaire qui dure se transforme de plus en plus en crise sociale et humanitaire partout dans le monde. En France, 10 millions de personnes vivent désormais sous le seuil de pauvreté. L'INSEE relate que la situation financière des ménages s'est fortement dégradée avec une perte de près de 3% des revenus, ce qui ne s'était pas produit depuis 1949. Par ailleurs, près de 700 000 emplois ont disparu en 2020, majoritairement des emplois à destination des personnes en situation de précarité. Et pourtant, dans ce contexte, alors que la pauvreté s'étend, touche de nouveaux publics, alors que 20% des ménages les plus pauvres ont dû massivement désépargner leur peu d'économies pour faire face aux dépenses incompressibles, ce qui présage d'effets sociaux dramatiques, partiellement différés par cet amortisseur, et alors que les associations nous enjoignent, pour les prévenir, de lutter contre le non-recours aux droits sociaux et d'améliorer l'accès aux droits, notamment des plus jeunes, les mesures urgentes dont nous débattons aujourd'hui concernent la lutte contre la fraude sociale. Tout comme pour la réforme de l'assurance chômage du gouvernement, difficile d'être plus anachronique, difficile d'être plus décalé par rapport à la situation sociale et plus déséquilibré, puisque la fraude sociale concerne quasi uniquement ici la fraude aux prestations et que les fraudes au recouvrement des cotisations sociales, part la plus conséquente, estimée entre 7 et 9 milliards annuels par l'ACOSS en 2019, ne relève pas apparemment de la même urgence et de la même réponse. Cela s'explique par la focalisation constante relativement aux déficits sociaux sur le seul côté des dépenses sociales, scrutées avec attention, alors que les manques à gagner des recettes par la fraude ou les optimisations de toutes sortes sont quasi ignorés, alors que le solde résulte bien des deux. La lutte contre les différentes fraudes est légitime, je tiens à le dire, mais pas ce parti pris. Le texte concentrait donc notre attention sur la fraude aux prestations, y compris par des articles déjà satisfaits par le droit en vigueur. Beaucoup d'articles visaient à accroître les moyens de contrôle, mais surtout de surveillance des bénéficiaires des aides sociales, au mépris du respect de leur vie privée, comme un soupçon de resquilleurs potentiels par nature. Le journal Le Monde documentait récemment la pression humiliante de l'administration dans le quotidien des personnes allocataires, facteur de stigmatisation. Cette stigmatisation explique une partie importante du non-recours. C'est la partie immergée des droits, entre 30 et 40% des ayants droit au RSA, et en 2018, entre 56 et 68% pour la CMU complémentaire, l'ensemble des non-recours aux droits étant chiffré à 13 milliards annuels. Pourquoi ne pas dédier le croisement des données à l'automatisation des droits plutôt que d'en envisager l'usage qu'au service du contrôle ? Nulle justification à la surveillance des données Internet comme le propose l'article 4 ou à donner des pouvoirs judiciaires aux organismes de sécurité sociale comme le suggère l'article 18. La priorité de notre temps législatif doit être la lutte contre la paupérisation en cours et le renforcement de notre système d'aide sociale, parce que c'est ce que la crise que nous vivons requiert et nous demande. En conséquence, le groupe écologiste Solidarité et Territoires votera contre. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Dominique Théophile pour le groupe RDPI pour 4 minutes.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet entend s'attaquer à la fraude sociale via une série de mesures. 24 avant son examen en commission des affaires sociales. J'y reviendrai dans quelques instants. Ces dernières années, des rapports et des enquêtes ont permis de mieux comprendre l'ampleur de la fraude sociale dans notre pays et d'y faire face plus efficacement. Il y a bien sûr le rapport que vous avez rédigé, Madame la sénatrice Goulet, avec la députée Carole Grandjean en octobre 2019, rapport à la suite duquel un important travail de fiabilisation du parc de cartes vitales a été mené. Au Sénat, la lutte contre la fraude a été au cœur des travaux de la Commission des affaires sociales. En juin 2019, un rapport de notre collègue Jean-Marie Van Lerenberghe sur les conséquences de la fraude documentaire sur la fraude sociale notait ainsi que près de 10% des dossiers des personnes nées à l'étranger avaient été créés indûment. En septembre 2020, un rapport de la Cour des comptes révélait par ailleurs que le préjudice subi ou évité au titre des fraudes avérées ou suspectées s'élevait en 2019 à 1 milliard d'euros. Ce sont près de 290 millions pour l'assurance maladie, soit 1,8 fois plus qu'en 2010. Face à ce constat, que peut faire le législateur? Et qu'a-t-il déjà fait? Des mesures visant à lutter contre la fraude sociale ont été récemment votées dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2021. Je pense notamment à l'annulation automatique du numéro de sécurité sociale obtenu frauduleusement. Je pense au conditionnement des remboursements de l'assurance maladie aux professionnels de santé en leur inscription à l'ordre dont ils dépendent. Je pense encore au déconventionnement des professionnels de santé condamnés à plusieurs reprises pour fraude. Ces mesures, qui pour certaines n'ont pas encore produit leurs effets, doivent faciliter le travail des 4 300 agents qui œuvrent quotidiennement au sein des réseaux des caisses de sécurité sociale. C'est d'ailleurs dans cette optique que le gouvernement a récemment créé une mission interministérielle de coordination antifraude, la MICAF. La proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet s'inscrit dans cet esprit et propose d'aller plus loin et plus vite. Si certaines mesures nous semblent intéressantes, c'est le cas notamment de l'article 15, qui exige une copie en couleur du titre d'identité pour l'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. D'autres nous paraissent en revanche prématurées, voire déjà satisfaites. C'est le cas notamment de l'article 10 qui entend sécuriser les données des certificats de vie via des conventions avec des organismes de retraite d'États étrangers. C'est également le cas de l'article 21 déjà satisfait qui propose de supprimer le conventionnement des professionnels de santé en cas de fraude manifeste. Mes chers collègues, la lutte contre la fraude sociale est évidemment une priorité, mais elle ne peut se faire que par étapes afin d'assurer son efficacité et sa lisibilité par ceux qui en ont la charge. Si nous ne sommes pas opposés à l'esprit de ce texte, il nous semble donc préférable, compte tenu des différents éléments évoqués, d'attendre que les mesures adoptées ou mises en œuvre ces dernières années fassent leurs preuves, afin de ne pas, à mon avis, ajouter de la complexité à la complexité. C'est pourquoi le groupe RDPI s'abstiendra sur ce texte. Je tiens tout d'abord à saluer l'opiniâtreté dont fait preuve notre collègue Nathalie Goulet dans ce combat contre la fraude. Nous partageons d'ailleurs avec elle l'idée que la fraude remet en cause le consentement à l'impôt, pilier de notre société. Mais nous refusons de pointer les bénéficiaires des prestations sociales comme les principaux fraudeurs. Tant en nombre qu'en montant, les allocations familiales représentent une part minoritaire des fraudes qualifiées. Surtout, ces fraudes sont pour 70% des omissions. Bien sûr, nous n'acceptons aucune fraude. Je le dis à notre collègue Nathalie Goulet. Mais nous disons seulement que ce texte s'attaque à la minorité du montant de la fraude qui est déjà contrôlée, tandis que la majorité du montant de la fraude demeure libre et impunis. Pour nous, les vrais fraudeurs, ce sont les 15 000 Français ou entreprises tricolores qui sont établis au Luxembourg et qui soustraient à l'impôt 6 500 milliards d'euros. Les fraudeurs, ce sont les 166 filiales d'entreprises du CAC 40 qui détiennent des avoirs au Luxembourg. Ce sont les 80 milliards d'euros de fraude fiscale et donc de perte de recettes pour le budget de l'État. Les fraudeurs, ce sont aussi les patrons qui ne cotisent pas à la sécurité sociale
et font perdre 8 milliards d'euros chaque année à l'hôpital et à notre régime de retraite. Malheureusement, cette proposition de loi ne s'attaque absolument pas à cette fraude. Vous préférez donc pointer du doigt la fraude aux prestations sociales. Nous pensons que ça stigmatise les pauvres. Vous pointez du doigt les petits tricheurs qui cachent les grands voleurs. Cette fraude aux prestations sociales chiffrée par la Cour des comptes à 1,2 milliard d'euros, soit en comparaison des 450 milliards d'euros de prestations versées par la Sécurité sociale, moins de 0,3% du total. Concernant la fraude documentaire, elle serait située entre 117 millions et 138 millions d'euros, bien loin des 14 milliards d'euros évoqués par certains. Contrairement aux idées reçues, en 2019, les fraudeurs ne sont pas celles et ceux que l'on croit. Ainsi, la fraude à l'assurance maladie provient dans seulement 21% des cas des salariés. Les salariés et les employeurs, à l'inverse, dans 31% des établissements de santé et médico-sociaux et dans 48% des professionnels de santé. En comparaison, le non-recours aux prestations sociales atteint un montant largement supérieur à la fraude aux prestations sociales. Ainsi, le non-recours pour le revenu de solidarité active est de 36%, soit plus de 3,6 milliards d'euros. Le non-recours pour la couverture maladie universelle est de 34%. Et enfin, le non-recours pour l'aide à la complémentaire santé de 70%. Dans le Pas-de-Calais, nous avons des familles qui survivent sous les radars et renoncent à leurs droits car elles refusent d'être stigmatisées comme des assistées. Nos concitoyens renoncent à leurs droits par méconnaissance et parce qu'ils sont montrés du doigt. Cette proposition de loi les stigmatise. Elle stigmatise, nous pensons, donc le plus pauvre, au lieu de s'attaquer aux riches et aux puissants, véritables fraudeurs professionnels. Pour toutes ces raisons, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Nadia Sollogoub pour le groupe Union centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre collègue Nathalie Goulet, dans le prolongement des travaux qu'elle mène depuis de longues années et forte de son expertise en la matière, nous propose aujourd'hui de légiférer afin d'appliquer des mesures urgentes de lutte contre la fraude sociale. Le champ de la fraude est si vaste, si complexe, si habile à évoluer qu'il est délicat de choisir les outils les plus efficaces, les plus pertinents, les plus opérationnels. C'est ainsi que son texte initial, volontairement limité au champ de la fraude sociale, a été recentré par la Commission, sur proposition du rapporteur, sur quelques sujets cibles qui vont permettre au Parlement d'émettre un signal fort. En effet, la fraude en général est, par essence, insupportable et inadmissible. Nous ne pouvons la tolérer. Lutter contre les fraudes, c'est défendre notre contrat social. S'il subsiste des incertitudes sur le volume financier réel de la fraude, une chose est certaine, c'est que les sommes non collectées ou distribuées à tort ne pourront plus être affectées directement ou indirectement à la politique sociale. Le système français de sécurité sociale se caractérise par sa diversité et son extrême complexité dans la délivrance des prestations sociales. Il fonctionne par traitement de masse et dématérialisation de l'information. Il doit désormais faire face à des populations qui ne sont plus attachées strictement à un territoire. Tout cela ouvre hélas une large porte à des réseaux de fraude au système très organisés. Les fraudes sociales touchent à l'identité, la composition familiale, les liens de parenté, le décès, la nationalité, la résidence, l'état de santé, le niveau de revenu. Elles se caractérisent par l'obtention indue de droits à l'assurance maladie, à l'aide médicale d'État, à des prescriptions, à des cumuls de prestations, etc., etc. Alors que les systèmes de fraude évoluent avec une agilité déconcertante, la réglementation et la loi doivent, avec la même agilité et la même rapidité, produire les parades adaptées. La police doit aller aussi vite que les voleurs, nous disait il y a peu Gérald Darmanin, et bien dans ce domaine également. Si bien qu'au-delà de ce texte étudié en ce 11 mars 2021,
Nous devons nous préparer, je le crois sincèrement, mes chers collègues, à remettre sans cesse sur le métier cet ouvrage et nous retrouver aussi souvent qu'il le faudra pour voter de nouvelles mesures urgentes de lutte contre la fraude sociale. Et nous le ferons parce que frauder, c'est voler. Le rapport de la Cour des comptes de septembre 2020 s'intitule « La lutte contre les fraudes aux prestations sociales, des progrès trop lents, un changement d'échelle indispensable ». Eh bien, si un message doit passer aujourd'hui, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est qu'il est fini le temps des fraudo-sceptiques, le temps où le sujet était pudiquement glissé sous le tapis. Il faut désormais prendre le problème à bras-le-corps, s'en saisir et ne plus jamais détourner le regard. Cela passe certainement par des moyens en matériel et en personnel indispensables. Les derniers PLF et PLFSS marquent de premières avancées, mais Nathalie Goulet nous pose la question « Comment mieux faire ?» Je vous remercie sincèrement, Monsieur le Ministre, de nous avoir apporté aujourd'hui plusieurs perspectives via un plan d'action volontariste. J'insiste sur le fait que dans la mesure où tout document peut être falsifié, et sachant que la fraude documentaire est la mère de toutes les fraudes, alors il y a une utilité absolue à pouvoir disposer de documents d'identification en couleur et de qualité correcte. De même, le principe des prestations fondées sur un système déclaratif, tel que les APL, est trop fragile et il faut se donner, comme proposé à l'article 8, la possibilité de l'échange de données à des fins de contrôle. Quant aux retraites versées à l'étranger, afin de mettre fin à des dérives connues et scandaleuses, il faut sécuriser les données de certificats de vie en utilisant des données biométriques et en conventionnant avec les organismes de retraite d'États étrangers. Les champs des fraudes transfrontalières s'ouvrent également et on ne peut que s'en féliciter. Merci, Monsieur le Ministre. Pour conclure mon intervention, je me permets une petite remarque marginale. Comment accepter que le citoyen lambda, comme moi, pas comme vous, mais comme moi, doivent à chaque instant produire des montagnes de documents administratifs dont l'utilité peut parfois sembler contestable. Alors, je vous donne un petit exemple. On parlait récemment de médecins retraités qui, pour être indemnisés de leurs prestations dans les centres de vaccination Covid, doivent produire un dossier extrêmement complet avec extrait CABIS, casier judiciaire, déclaration de situation matrimoniale. Et parallèlement à cela, grâce à tout cela, des malfrats sans scrupules se glissent dans cette déferlante documentaire et y font fortune au détriment des honnêtes contributeurs. Alors vous aurez compris, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, que l'Union centriste votera ce texte ainsi recentré. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots en réaction aux différentes interventions. D'abord pour remercier tous les intervenants de ce débat et de cette discussion générale et dire que les différentes interventions appellent de ma part trois remarques. La première pour insister sur le fait qu'en matière de fraude sociale, la lutte contre la fraude aux prestations comme aux cotisations doit être menée de front. Vous avez compris, et Mme Goulet l'avait rappelé dans son propos liminaire, que le volume, y compris de recettes que nous pouvons récupérer par la lutte contre la fraude est bien plus important sur la fraude aux prestations que sur la fraude aux cotisations individuelles. Mais il faut aussi préciser qu'en matière de fraude aux cotisations, celles qui doivent nous intéresser et celles sur lesquelles nous devons nous concentrer sont les fraudes organisées, sont les fraudes durables, sont les fraudes massives. Et si évidemment chaque acte frauduleux doit être condamné, nous avons plus d'intérêt pour ces fraudes organisées et structurées que pour des fraudes occasionnelles et individuelles qui, même si elles ne sont pas acceptables, ne sont pas rangées ou en tout cas mettre sur un pied d'égalité. Deuxième remarque, pour dire à Madame la sénatrice Lubin que je partage ce que vous avez dit intégralement sur les questions du recours et du taux de recours. Je ne suis pas convaincu que le débat sur la fraude d'une part et le taux de recours d'autre part doivent être menés de manière concomitante ou dans un même texte, mais nous devons travailler de manière beaucoup plus efficace pour que celles et ceux qui ont des droits puissent les faire valoir. Et c'est d'ailleurs parce que nous arriverons à faire payer ceux qui doivent payer en termes de cotisation que nous pourrons encore plus financer l'accès aux droits de ceux qui en ont besoin et qui ont légitimement accès à ces droits. Troisième remarque, pour faire écho aux interventions, à l'égard de Madame la sénatrice Poncet, pardon Madame, mais je suis obligé de corriger votre propos sur au moins 2 points, outre le fait que je n'en partage pas l'orientation générale. Vous avez indiqué que la France avait perdu 700 000 emplois en 2020. C'est totalement faux. Nous avons perdu 360 000 emplois. C'est évidemment beaucoup trop. Nous craignons d'en perdre 900 000. Mais je crois que quand on traverse une crise économique, il ne faut pas ajouter de la dramaturgie ou du pessimisme à la situation qu'on connaît. Et par ailleurs, l'INSEE
a rendu public ses estimations pour l'année 2020 et sur le 4e trimestre. Et il se trouve que de manière globale et donc en moyenne, et je n'ignore rien des disparités de situation, le pouvoir d'achat des ménages français a augmenté de 0,6% en 2020. Derrière cette évolution faible, mais qui reste une évolution, surtout une année où on a vu le PIB reculer de 8,2%, ce qui montre l'efficacité des outils contracycliques, il y a de l'hétérogénéité, mais il n'y a pas de diminution moyenne ou globale du pouvoir d'achat des Français. Deux dernières choses, pardonnez-moi. J'ai, à écouter tous les orateurs, bien compris l'intérêt que chacun d'entre vous avait sur la question des documents d'identité en couleur pour éviter la fraude documentaire. C'est un sujet sur lequel nous travaillons, sur lequel nous allons pouvoir avancer, y compris de manière réglementaire, pour faire en sorte de mieux prévenir et d'éviter la falsification des documents. Je précise par ailleurs que la falsification des documents est souvent un des piliers de la fraude organisée et que bien souvent, ce sont des usagers honnêtes qui n'ont jamais rien demandé à personne, qui se voient usurper leur identité, qui se voient falsifier des documents qui leur appartiennent pour nourrir ensuite des réseaux de fraude beaucoup plus structurés. Enfin, tout dernier mot, Monsieur le Président, pour demander à mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs de bien vouloir excuser mon départ dans une vingtaine de minutes. Je dois me rendre à une réunion d'arbitrage budgétaire à Matignon. Je serai remplacé au banc par Olivier Grégoire, secrétaire d'État, mais je préférais vous en informer avant que vous me voyiez partir. Eh bien, passons au texte de la commission. Article 1er, supprimé. Article 2, supprimé, mais un amendement de rétablissement de l'article. Madame Lubin, l'amendement 2. En fait, contrairement à ce que monsieur le rapporteur a indiqué dans sa présentation de notre amendement en casse, celui-ci ne porte pas sur la demande d'un rapport, mais vise bien à inscrire clairement l'objectif de lutte contre le non-recours dans les conventions d'objectifs et de gestion des organismes de la sécurité sociale. Le non-recours aux prestations est un fléau bien plus répandu, notamment en matière d'accès aux soins, que la fraude sociale, et l'intérêt pour ce sujet en particulier de notre majorité bien moins important et aucunement à la hauteur du phénomène. Pourtant, la question du non-recours interroge sur l'effectivité et la pertinence de nos politiques publiques de protection sociale, ainsi que sur la place accordée à l'usager dans l'action publique. Elle est en outre un enjeu fondamental de leur évaluation. C'est pourquoi nous sommes en droit d'attendre de la Commission des affaires sociales du Sénat, qui a consacré à l'initiative de la majorité sénatoriale plusieurs rapports d'information sur la fraude sociale, qu'elle montre la même ténacité à prendre à bras le corps l'analyse des dépenses sociales non effectuées à cause du non-recours. Bon, je vais m'arrêter là, on en a largement parlé, monsieur le ministre vient d'échanger avec nous. Voilà l'objet de mon amendement. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur général. Merci, monsieur le président. C'est un avis défavorable de la commission parce qu'il me semble que dans les COG, il est prévu, et je pense que d'ailleurs dans la feuille de route de monsieur le ministre, il est bien précisé qu'on lutte contre la fraude, et monsieur le ministre vient de le préciser tout à l'heure, à tout niveau, que ce soit aux cotisations, aux prescriptions, aux prestations. Et dans les COG, je ne pense pas avoir effectivement dans mon rapport plutôt privilégié l'un ou l'autre de ces domaines. Donc je pense que cet amendement n'est pas, à mon avis, bien situé d'ailleurs, et donc c'est un avis défavorable aussi. Et avis du gouvernement, monsieur le ministre. Retrait ou défavorable pour les raisons que j'ai évoquées il y a un instant. Merci. Je vais mettre aux voix donc l'amendement numéro 2 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Madame Lubin, oui, merci. Enfin, je dis ça, moi, vous savez, plus rien ne m'étonne, mais bon. Qui est contre? Très bien, il n'est pas adopté, donc l'article 2 reste supprimé. L'article 3 est supprimé. À l'article 4, 2 amendements identiques de suppression. Le 11, Madame Apoursopoli. Ah, pardon, Madame Cohen. Merci, Monsieur le Président. L'article 4 de cette proposition de loi autorise l'accès aux données des plateformes en ligne pour contrôler les assurés sociaux au détriment, de notre point de vue, des libertés individuelles et du respect à la vie privée. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que concernant l'usage des fichiers et de leur croisement
Pour renforcer les contrôles, la CNIL autorise, je cite, « l'automatisation des outils, mais le croisement des données et les requêtes ne doivent pas prendre la place de l'intervention humaine dans le schéma de décision ». D'autre part, et comme l'a indiqué ma collègue Katia Pourceau-Poly dans son intervention générale, le rapport de 2017 du Défenseur des droits constatait, je cite, que le développement des contrôles depuis une dizaine d'années et les pouvoirs nouveaux conférés au régime de protection sociale et à Pôle emploi ne sont pas sans soulever un certain nombre de questions. Il ajoutait en effet, le renforcement des contrôles entraîne un accroissement du nombre de réclamations, car, je cite, la politique mise en œuvre en la matière, marquée par certains excès et quelques dérives, est la source de nombreuses atteintes aux droits des usagers des services publics. C'est le Défenseur des droits qui le disait. Enfin, le recours croissant au data mining, qui établit d'éventuelles corrélations signifiantes et utilisables entre les données, peut, elles aussi, poser des problèmes. La définition des profils ou situations à risque n'étant évidemment pas neutre. La sécurité sociale dispose déjà des outils pour lutter contre la fraude, mais on le voit, tout n'est pas réglé. Donc elle manque de moyens humains, ce sont eux qu'il faut renforcer. La proposition de loi visant à lutter contre la fraude aux prestations sociales ne cherche donc pas à améliorer les contrôles de notre point de vue, mais plutôt à renforcer les conditions d'accès aux prestations sociales, ainsi que la mise en place d'une cybersurveillance. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Merci. Madame Poncet-Monge, le 16. Merci, Monsieur le Président. Bien, non seulement je suis contre cet article, mais je veux, par cet amendement, dire autre chose, marquer mon étonnement, pour ne pas dire plus, qu'on puisse proposer à l'encontre des personnes bénéficiaires des prestations sociales des mesures de collecte et d'exploitation de leur contenu librement accessible sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Et pas seulement du fait de la complexité de la mise en œuvre d'une telle mesure, parce que l'état de droit garantit la protection des données à caractère personnel. Pour les écologistes, il s'agit d'un pas de plus vers la surveillance des personnes sur Internet en collectant des contenus relatifs à la vie privée. Rappelons que la CNIL, mais je crois que ça vient d'être fait, s'était déjà montrée critique lorsque le gouvernement avait suggéré un dispositif similaire ouvrant cette possibilité à l'administration fiscale et douanière lors du PLF de 2019, en s'interrogeant sur son opportunité en regard des garanties fondamentales d'exercice des libertés publiques. Aussi, nous devrions nous soucier de la conformité de cet article au RGPD. Je rappelle également que les publics ciblés par les prestations sociales font déjà l'objet de différents contrôles. Pour le RSA, par exemple, des départements déploient leurs propres contrôles, en plus de ceux de la CAF et du Pôle emploi. Ces trois instances sont déjà bien dotées de moyens de contrôle et il convient de rappeler que leur rôle premier est d'accompagner, de permettre l'accès aux droits des personnes en difficulté, ce qui suppose en préalable d'installer une relation de confiance. Les moyens de surveillance généralisés renversent ce positionnement et ce n'est pas acceptable. Trop souvent, l'obsession de la chasse aux fraudeurs fait vivre aux personnes concernées des calvaires administratifs aux conséquences quelquefois graves, quand elle n'a pas pour principal effet de faire renoncer aux droits. Nous n'avons donc pas besoin d'un dispositif de surveillance supplémentaire qui se montrerait encore plus intrusif au mépris des libertés individuelles, du respect des données et de la vie privée des personnes en situation de précarité. Car pour un cas, combien de personnes sur les 7 millions de personnes concernées par un minima social seront ainsi malmenées ? Nous proposons donc par cet amendement la suppression de cet article et pas seulement de voter contre. Très bien. Avis de la commission, monsieur le rapporteur général. Merci, monsieur le président. Madame Cohen, madame Poncet-Monge, nous avons dit en commission que cette expérimentation est en cours pour la fraude fiscale, qu'il nous paraît nécessaire d'attendre son retour. On constate d'ailleurs un certain nombre de difficultés juridiques et techniques qui nous font craindre des difficultés supplémentaires pour justement l'expérimenter dans le champ social. Le champ social ne comporte pas une seule administration, mais plusieurs organismes. Donc la commission avait proposé un avis de suppression. Nous sommes donc favorables aussi à vos deux amendements. Avis du gouvernement, monsieur le ministre.
Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement partage la position exprimée par Monsieur le rapporteur pour les raisons qu'il a exprimées, c'est-à-dire qu'il a évoquées. C'est-à-dire la difficulté technique que poserait l'application du texte tel qu'il est proposé à cet instant, et le fait que nous préférons aller au bout de l'expérimentation dans le champ fiscal avant d'élargir au champ social. Parce que Monsieur le rapporteur l'a ainsi exprimé, et pour reprendre une partie des amendements, des arguments exprimés par Madame Apourceau-Poly, l'avis est favorable. Je dois dire que s'il n'y avait eu que l'argumentaire de la seconde intervenante, Madame, je le répète, je ne partage pas du tout l'appréciation que vous avez du texte, et je trouve même que la définition et la description que vous avez fait du système de collecte de données, que vous avez vous-même qualifié de librement rendu public par les utilisateurs, était trop caricatural pour que nous puissions y souscrire. Mais Monsieur le rapporteur a rappelé la réalité des arguments qui nous amènent à donner un avis favorable. Très bien. Je vais donc mettre aux voix ces deux amendements de suppression de l'article 4 avec deux avis favorables, Commission et Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Les amendements sont adoptés. L'article 4 est supprimé et donc, Monsieur Canevet, votre amendement, par définition, tombe. L'article 5 reste supprimé. L'article 6 reste supprimé. Après l'article 6, j'ai un amendement 7 rectifié, Madame Imbert. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à permettre aux agents habilités par le président du conseil départemental de pouvoir échanger tout renseignement et tout document utile à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes sociales. Je vous remercie. Et avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, c'est un avis favorable parce qu'il me semble que le rôle joué par les départements en matière sociale rend cette extension tout à fait légitime. Et donc, la Commission a émis un avis favorable. Avis du Gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Pour le coup, c'est un avis défavorable puisque le Code de l'action sociale et des familles permet déjà de tels échanges entre les conseils départementaux et les CAF, avec lesquels ils partagent des compétences de contrôle pour la lutte contre la fraude au RSA. Et il ne nous paraît pas utile d'aller au-delà. Ces bases nous paraissent suffisantes pour permettre des échanges utiles dans le cadre des CODAF, en particulier puisque les conseils départementaux sont invités au cas par cas et en fonction de l'ordre du jour. Donc nous ne sommes pas favorables à cette extension des prérogatives des agents habilités par les conseils départementaux. Madame Goulet. Je suis très favorable à l'amendement de Madame Imbert, parce qu'on l'a vu dans le rapport qu'on a commis avec Carole Grandjean, des très grandes difficultés pour les départements. Et en plus, à suivre, les départements ne communiquent pas entre eux. Vous avez des départements limitrophes qui ne communiquent pas entre eux sur ces données-là. Donc moi, je suis très très favorable à cet amendement. Ça facilitera grandement les choses. Monsieur Canevet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je suis également très favorable à cet amendement, car effectivement, il n'y a rien de pire que de voir les abus et de ne pas pouvoir les sanctionner. Et donc, il est important qu'à tout niveau, cela puisse s'effectuer. Donc, je mets aux voix le 7 rectifié avec un avis favorable de la Commission, défavorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 7 reste supprimé. À l'article 8, un amendement 12, Madame Apourceau-Poly. Merci, Monsieur le Président. Alors, l'article 8 renforce drastiquement les conditions d'accès à l'APL en subordonnant le versement de l'aide à la transmission d'informations sur le logement. Cette mesure complexifie inutilement la procédure aux dépens des droits des familles les plus précaires. Je rappelle que l'omission constituait en 2019 70% des fraudes détectées, tandis que la production et l'usage de faux documents représentaient seulement 12,5% des fraudes qualifiées. Alors que le gouvernement a institué pour les entreprises un droit à l'erreur, vous proposez d'inverser la charge de la preuve pour les plus pauvres, soumis à la suspicion permanente de la tentative de fraude. La réalité, c'est qu'à force de renforcer les contrôles pour soi-disant plus de justice, vous découragez les honnêtes citoyens qui pourraient bénéficier des aides sociales. Aujourd'hui, le non-recours est renforcé par les multiples démarches administratives imposées pour soi-disant vérifier l'absence de fraude. C'est le constat du rapport du Secours catholique pour l'année 2018 qui indiquait une baisse de l'accès aux allocations familiales de 5% et 83% de ces familles
percevaient les allocations familiales en 2010 et seulement 78% en 2017. En limitant la lutte contre la fraude aux prestations sociales des assurés sociaux, le texte stigmatise les plus précaires et refuse de s'attaquer à la fraude des entreprises dont le montant est évalué par la Cour des comptes à 25 milliards d'euros, soit 25 fois plus que le montant total de la fraude aux prestations et 250 fois celle de la fraude documentaire. Tel est le sens de notre amendement de suppression. Je vous remercie. Avis de la commission, monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, c'est un avis défavorable à cet amendement de suppression. La commission a souhaité garder cet article 8 parce qu'il nous paraît intéressant effectivement d'avoir des précisions sur le logement auquel l'aide se rapporte. C'est d'ailleurs un article qui est largement inspiré du rapport de la Cour des comptes qu'elle avait souhaité dans son rapport remis en septembre dernier. Donc c'est avis défavorable. Merci. Madame la ministre, bonsoir. Avis du gouvernement. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Sur cet article 8, l'avis du gouvernement sera favorable parce que nous estimons que l'objectif poursuivi est de sécuriser le versement des aides au logement, ce qui paraît légitime et souhaitable. Toutefois, subordonner le versement de l'APL à la transmission au CAF des principales caractéristiques du logement auquel l'aide se rapporte, susceptible d'affecter sa valeur locative, n'a pas réellement d'intérêt en termes de contrôle, puisque cette valeur locative n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide au logement et ne peut donc servir à détecter une fraude. Le gouvernement ne peut donc retenir cette mesure en l'état et est donc favorable à cet amendement de suppression. Je vous remercie. Très bien. Je vais mettre aux voix donc cet amendement 12 avec un avis défavorable du gouvernement, défavorable de la commission, favorable du gouvernement. Qui est pour ? Oui, alors attendez, parce que... Allez, on reprend ses esprits. Qui est pour? Voilà. Non, c'est pas grave, hein, je fais juste un peu... Qui est contre? Voilà. Merci. L'amendement est rejeté. Et je mets aux voix l'article 8. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Après l'article 8, l'amendement 8 rectifié, Madame Imbert. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Cet amendement prévoit un changement de procédure d'attribution du RSA à compter du 1er janvier 2023. Il ne reviendrait plus au demandeur de fournir les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, mais à l'administration ou à l'organisme de récupérer les données le concernant auprès de ses différents partenaires, que ce soit l'URSSAF ou l'administration fiscale. Tel est le sens de cet amendement. Merci. Avis de la commission, Monsieur le rapporteur général. C'est un avis de sagesse, Monsieur le Président. Cet amendement vise à modifier la procédure d'attribution du RSA. Il reprend une disposition de notre ancien collègue Éric Doligé, rapportée en 2016 d'ailleurs par Corinne Imbert. Et donc on partage tout à fait en commission l'intention de notre collègue. Et je m'interroge simplement sur les possibilités qui existent déjà pour les services en matière d'information pour instruire les demandes au sein des CAF. Alors, donc c'est pour cette raison que notre réflexion reste ouverte et que peut-être d'ailleurs avec les évolutions sur le RNCPS, ça nous permettrait d'avancer et d'aller peut-être un peu plus loin, mais pour le moment, à ce stade, c'est un avis de sagesse que nous formulons. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Les dispositions de l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale, qui sont déjà applicables au RSA, prévoient cette possibilité pour les caisses de récupérer directement les données nécessaires à l'examen des demandes auprès des autres administrations, sans qu'il soit utile de compléter le Code de l'action sociale en ce sens. Par ailleurs, des travaux sont engagés en ce moment même pour que les CAF et les caisses de la MSA puissent récupérer les informations sur les ressources des demandeurs auprès des différents opérateurs impliqués. Cette réforme est rendue possible par la disponibilité des données
issus des déclarations des employeurs et des organismes qui versent des prestations sociales. La récupération automatique des ressources des bénéficiaires se fera par le biais du DRM, du dispositif de ressources mensuelles, créé par l'article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, permettra de simplifier les démarches des déclarants, de stabiliser les droits versés en limitant les induits et rappels, de faciliter le travail en gestion pour les caisses et de favoriser le juste recours à la prestation. Votre amendement apparaît donc satisfait en droit et le sera très prochainement en pratique par une récupération désormais automatique de certaines données. Le gouvernement estime donc qu'il est satisfait. C'est une demande de retrait et le cas échéant, ce sera défavorable. Je vous remercie. Très bien, Madame Goulet. Ah, vous préférez attendre. Madame Imbert, vous le maintenez ? Oui, Monsieur le Président, je vais maintenir l'amendement. Alors, j'entends bien ce que vient de dire Madame la Ministre, satisfait en droit, mais dans la vraie vie, pour l'instant, ça n'est pas encore, j'allais dire, mis en musique. Donc, je maintiens mon amendement. Donc, Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, moi je soutiens cette disposition, d'autant qu'elle provient d'un rapport de 2016, c'est ça. Donc nous sommes en 2021. Et en fait, c'est une application de dites-le-nous une fois. On remplace le déclaratif par un échange et une inversion de la production des éléments. Donc si c'est déjà satisfait, tant mieux. Mais moi je crois qu'il faut voter cet amendement. On n'a que trop attendu pour avoir cette application du dites-le-nous une fois. Très bien. Donc, l'amendement 8 rectifié, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable, puisque non retiré du gouvernement, je le mets aux voix. Qui est pour le 8 rectifié? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article 9 reste supprimé. À l'article 10, une prise de parole, monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, je souhaite rappeler que les dispositions de cet article entend modifier sont nouvelles. Elles datent de décembre 2020. Nous avons en effet, lors du dernier PLFSS, codifié les dispositions de la loi de financement de 2013 concernant la preuve de l'existence pour les pensionnés résidant à l'étranger ou dans certains territoires ultramarins. À l'occasion de cette codification, nous avions également ouvert la possibilité de recourir à la biométrie pour assurer le contrôle de l'existence. Nous avions suivi cet article au sein de la commission et le rapporteur René-Paul Savary, qui s'excuse, mais qui m'a demandé effectivement de défendre cette position, avait proposé un amendement modifiant sa rédaction que l'Assemblée avait suivi par un conforme. Le rapporteur avait ainsi consulté sur le sujet la CNAV, la GECRARCO, le GIP Union Retraite, pour mieux comprendre la répartition des rôles et le fonctionnement de ce contrôle de l'existence au sein des caisses. La rédaction issue de cette loi de financement de la sécurité sociale de 2021 ne me semble pas devoir être modifiée aujourd'hui. Surtout, comme je l'ai déjà évoqué, l'intention de l'auteur est tout à fait satisfaite par les dispositions qui sont issues de cette loi. Les organismes concluent déjà des conventions avec des homologues à l'étranger, permettant notamment des échanges automatisés d'état civil. La présente rédaction ne contraint pas davantage les procédures, ni n'ouvre de facultés nouvelles. C'est donc, pour notre part, c'est de ne pas adopter cet article. Attendez. Je n'ai pas entendu, monsieur le rapporteur. Vous venez de dire que vous demandez à la Haute Assemblée de ne pas adopter l'article 10, c'est ça? Je mets aux voix donc l'article 10, qui n'est pas touché par un amendement, mais avec une position défavorable de la commission. Qui est pour l'article 10? Qui est contre l'article 10? Je compte 10 pour l'un, 9 pour l'autre, c'est ça? L'article 10 est adopté. L'article 11 reste supprimé. À l'article 12, une prise de parole, monsieur Reichardt. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. J'interviens sur cet article 12, non pas pour insister sur la demande d'un rapport du Parlement au gouvernement, mais pour dire toute l'importance
de la lutte contre les fraudes transfrontalières en matière sociale. En fait, je souhaitais intervenir sur l'article 9 relatif aux échanges d'informations entre organismes européens de sécurité sociale. La Commission des affaires sociales a jugé bon de le supprimer, considérant qu'un règlement européen portant coopération des systèmes de sécurité sociale les prévoyait déjà. Le prévoir dans la législation française ne serait donc plus nécessaire, selon la Commission. À titre personnel, je ne suis pas sûr que cette coopération entre organismes européens de sécurité sociale soit efficiente à 100%, soit efficace. J'aimerais redire ici qu'en zone frontalière, la fraude sociale est une réalité et qu'il convient de lutter plus fermement contre son développement. Or, cette fraude est rendue possible, voire facilitée, par l'absence ou l'insuffisance d'échanges de données entre les pays et les organismes sociaux, même si de nombreux progrès ont été faits au fil des années depuis ce règlement qui date déjà de beaucoup d'années. Une meilleure coopération entre administrations des pays concernés est essentielle, en attendant peut-être à terme une harmonisation complète au niveau européen de nos systèmes de protection. La Commission des affaires européennes poursuit un travail important en ce sens et j'ai moi-même eu l'occasion, en janvier 2020, de déposer une proposition de résolution européenne visant à lutter contre la fraude aux prestations sociales et mettant l'accent sur l'urgence de renforcer la coopération entre les États. Celle-ci a été adoptée par notre Commission des affaires européennes en février 2020, ce qui montre que tout n'est pas parfait en la matière, c'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais également dire un mot sur la suppression par la Commission de l'article 11. Celui-ci proposait à l'origine qu'un décret établisse une liste de pays dont l'état civil serait présumé non fiable. Si, comme l'a dit la Commission, le dispositif proposé risquait de poser des problèmes diplomatiques ou politiques sans vraiment résoudre le problème posé, je voudrais, en qualité de président du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest, confirmer ici les faiblesses administratives que connaissent certains pays de la zone en matière d'état civil et dès lors confirmer également les risques importants de fraude à l'identité que cette situation génère. Il est donc indispensable que la lutte contre cette fraude passe par un encouragement des États concernés à se doter au plus vite des instruments permettant la tenue d'un état civil rigoureux et fiable. Mes chers collègues, socialement, la fraude n'est plus acceptable, surtout dans le contexte difficile que nous connaissons. En tant que parlementaires, nous devons nous atteler à éliminer toutes ces formes de fraude qui réduisent par leur existence même nos capacités budgétaires. Je tiens donc ici, Monsieur le Président, à féliciter, à remercier Nathalie Goulet et ses collègues pour cette belle initiative. Allez, elle est remerciée. Alors, je mets aux voix l'article 12 quand même. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Après l'article 12, l'amendement 15, Madame Apourceau-Poly. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, la Sécurité sociale dispose déjà d'outils pour lutter contre la fraude aux prestations sociales. À l'inverse, elle manque considérablement de moyens pour vérifier les fraudes au paiement des cotisations sociales. Les plans d'économie année après année ont dépecé les services de l'encaissement des cotisations sociales. Il faut donc un engagement politique, financier et humain contre la fraude aux cotisations patronales estimée à 25 milliards d'euros par la Cour des comptes. Par cohérence avec l'objet de la proposition de loi qui mentionne la fraude sociale, nous demandons que le gouvernement réalise une évaluation récente sur le montant de la fraude patronale aux cotisations sociales et surtout formule des recommandations pour lutter contre ce type de fraude. L'avis défavorable de la Commission des affaires sociales démontre bien que vous refusez de vous attaquer au cœur du problème et préférez pointer du doigt les plus pauvres de ce pays. Merci. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, je conteste tout à fait les conclusions de Madame Apourceau-Poly. Je crois qu'on ne stigmatise pas plus les pauvres que les entreprises dans cette affaire. Un tel rapport ne nous semble pas présenter d'utilité particulière. L'État, l'URSSAF, lutte déjà contre la fraude aux cotisations, même si en la matière, et tout à l'heure, Monsieur le ministre nous le rappelait, il y a des techniques de plus en plus astucieuses qui apparaissent régulièrement. Et je pense que le rapport sur les fraudes transfrontalières que nous venons de voter, l'article 12, peut d'ailleurs mettre en lumière certaines de ces techniques et les moyens d'y remédier. Donc, pour l'heure, c'est un avis défavorable de la Commission. Avis du gouvernement, Madame la Ministre.
Merci, Monsieur le Président. Pour des raisons assez similaires à celles énoncées à l'instant par le rapporteur, l'avis du gouvernement sera aussi défavorable sur cette demande de rapport. D'abord et avant tout, on partage évidemment ce souci de disposer de plus d'informations pour mieux évaluer la réalité de la fraude sociale sous toutes ses formes. Mais le montant du manque à gagner résultant pour la sécurité sociale des cotisations éludées par les employeurs fait d'ailleurs, et vous le savez bien, ici l'objet d'évaluations périodiques. En 2019, le montant de ce préjudice, pour information, était ainsi évalué à un montant compris entre 6 et 8,4 milliards d'euros, soit 2,2 à 2,7% des cotisations dues. Évidemment, de nouvelles estimations de la fraude seront réalisées par l'ACOSS et par la CCMSA dans le cadre du plan de fraude lancé en janvier. Cet effort renouvelé pour disposer de chiffres fiables sur la fraude sociale sous toutes ses formes permettra un meilleur maillage des opérations de contrôle et un pilotage de fait plus performant de la lutte contre la fraude et donnera bien entendu lieu à des publications. C'est pourquoi, pour le gouvernement, la publication d'un rapport ne paraît pas nécessaire. C'est donc un avis défavorable. Je vous remercie. Très bien. Donc sur l'amendement 15 avec 2 avis défavorables, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'article 13 est supprimé. L'article 14, un amendement 13, Madame Apourceau-Poly ou Madame Cohen? Madame Cohen. L'article 14 rend obligatoire la création d'un compte bancaire en France pour obtenir le versement des prestations sociales. Cette contrainte administrative inutile est stigmatisante pour les personnes étrangères qui devront payer les frais d'ouverture et de gestion d'un compte bancaire pour bénéficier de l'aide sociale. Cette disposition est d'autant plus inacceptable que, s'agissant des entreprises, le gouvernement ne demande pas, pour verser l'aide du Fonds de solidarité, de disposer d'un compte bancaire en France. Le Fonds de solidarité, pour prévenir la cessation d'activité des entreprises touchées par les conséquences économiques du Covid, prévoit que, je cite, « tous les comptes domiciliés dans un établissement bancaire en France ou à l'étranger sont acceptés par le formulaire ». L'article 14 va donc créer une inégalité de situation entre les entreprises et les bénéficiaires des aides sociales, puisque les premiers n'ont pas l'obligation de disposer d'un compte bancaire financier en France pour toucher l'aide financière de l'État. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur général. Oui, Monsieur le Président. Eh bien, écoutez, il n'y a aucune raison objective pour verser sur un compte non européen une prestation liée à une condition de résidence en France. Au demeurant, le dispositif serait encore plus efficace si l'obligation de versement se limitait au compte français, mais là, cela conviendrait au droit européen, au droit communautaire, comme le gouvernement nous le confirmera sans doute. Donc la Commission a souhaité conserver cet article et émis un avis défavorable à sa suppression par le groupe CRCE. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est un avis favorable pour le gouvernement. Seule une obligation de versement sur un compte français permettrait de contrôler l'identité des titulaires de comptes bancaires. Le droit européen, qui interdit de traiter différemment les établissements bancaires établis dans l'Union, combiné à l'absence d'outils de type FICOBA au niveau européen, vide donc en pratique la mesure proposée de son intérêt en termes de contrôle. Nous sommes donc favorables à cet amendement de suppression. Je vous remercie. Très bien. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 13 avec un avis défavorable de la commission, favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté et donc l'article 14, je le mets aux voix. Qui vote pour l'article 14? Qui est pour? Les mêmes, j'imagine. Qui est contre? Il est adopté. Après l'article 14, un amendement 9 rectifié. Madame Imbert. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Cet amendement propose d'étendre la flagrance sociale à tout type de fraude sociale. En matière fiscale,
Cet outil de la flagrance permet aux agents des impôts de dresser un procès-verbal qui emporte des effets tels que des mesures conservatoires en cas de constatation de faits frauduleux. Rapide et efficace, la flagrance a fait ses preuves dans la lutte contre la fraude fiscale. Cet amendement crée donc la flagrance sociale, un outil à disposition des inspecteurs de recouvrement afin de percevoir les prestations sociales obtenues frauduleusement. Avis de la commission, monsieur le rapporteur général. La commission a trouvé ce dispositif plutôt intéressant. On aimerait quand même avoir l'avis du gouvernement sur le fond en ce qui concerne l'instauration d'une telle procédure de flagrance. Néanmoins, le dispositif précis comporte quelques défauts et c'est la raison pour laquelle l'avis du gouvernement nous serait précieux. Voilà. Avis du gouvernement, madame la ministre. Merci, monsieur le président. Il n'apparaît pas au gouvernement souhaitable d'étendre le dispositif de flagrance à tout type de fraude commise en matière sociale. D'abord, les fraudes aux prestations sont le fait de particuliers généralement et non d'entreprises. Pas nécessaire de fait d'établir un procès-verbal pour les constater. Il suffit, comme vous l'imaginez, pour le contrôleur de caisse de montrer que l'assuré a sciemment minoré le montant de ses revenus pour bénéficier d'une prestation sous condition de ressources, par exemple. Deuxièmement, le recouvrement des indus frauduleux se heurte très souvent bien plus à l'insolvabilité de l'assuré qu'à la difficulté de saisir des biens, comme c'est le cas pour une entreprise qui fraude aux cotisations et organise ou organiserait son insolvabilité. La procédure n'apparaît donc pas adaptée aux fraudes sociales autres que celles correspondant à la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié. Elle pourrait avoir ensuite un effet disproportionné par rapport au but recherché. Pour ces raisons, le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. Sur le coup, la commission ? Je pense qu'on a émis un avis de sagesse, monsieur le président. Parfait. Donc, amendement 9, avis de sagesse de la commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. À l'article 15, l'amendement 18, monsieur le rapporteur général. C'est un amendement rédactionnel, correction d'une erreur, monsieur le président. Gouvernement. C'est un avis favorable. Bien, je mets aux voix le 18 avec deux avis. Enfin, c'est l'amendement de la commission avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. L'amendement 5 rectifié de terre, monsieur Menonville. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Cet amendement vise tout simplement à préciser la rédaction de l'article 15 afin de permettre à un organisme de protection sociale de déclencher donc cette procédure de contrôle complémentaire en présentiel, même après l'inscription au registre. Après inscription donc que l'inscription au registre a été validée. Donc les contrôles peuvent être réalisés lors de l'inscription, mais aussi après inscription et lors de la validation de l'inscription. Très bien. Avis de la commission, monsieur le rapporteur général, sur le 5. Monsieur le Président, la rédaction retenue satisfait, à mon sens, l'intention de monsieur Menonville. Bien évidemment, l'entretien doit pouvoir être demandé à tout moment. C'est le sens de la possibilité présentée comme subsidiaire. Un texte réglementaire doit d'ailleurs préciser sa mise en œuvre. Donc c'est plutôt une demande de retrait, sinon défavorable. Avis du gouvernement. Rectifié de terre. Autant pour moi, merci, monsieur le président. Ici, ces dispositions confèrent déjà à des agents chargés du contrôle agréé et assermentés le soin de procéder à toute vérification ou enquête administrative concernant l'attribution des prestations, le respect des conditions de résidence, de ressources, etc. Ça implique la possibilité de convoquer physiquement la personne objet du contrôle. Les textes existants prévoient déjà la possibilité de convoquer un assuré dans le cadre de contrôle. L'objectif visé par votre amendement nous semble donc par conséquent satisfait. C'est donc un avis amendement satisfait, demande de retrait et le cas échéant défavorable. Je vous remercie. Monsieur Menonville, retrait. Merci.
Je mets donc aux voix l'article 15. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'article 16 est supprimé. Je mets aux voix l'article 17. Il n'y a pas d'amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 18, nous avons deux amendements identiques de suppression. D'abord, Madame Cohen, pour le 14. Merci, Monsieur le Président. L'article 18 habilite les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et de l'inspection du travail à mener des enquêtes judiciaires. Il n'est pas acceptable de transférer la mission des services d'enquête judiciaire sous le prétexte qu'ils seraient surchargés. Il faut au contraire renforcer les moyens de ces services. D'autant que cette faculté est déjà reconnue pour la lutte contre le travail illégal à l'inspection du travail, à Pôle emploi et aux URSSAF. Étendre encore cette habilitation aux fraudes des prestations sociales revient à faire supporter une partie du coût des enquêtes aux organismes de protection sociale et surtout désengage l'État en fait de ses responsabilités. En matière fiscale, la création de la procédure judiciaire d'enquête fiscale s'est accompagnée par la création de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, composée d'officiers de police judiciaire et d'agents des services fiscaux. L'article 18 prévoit de confier aux agents de contrôle de la sécurité sociale et de l'inspection du travail une mission qui nécessiterait la création d'un corps distinct avec des personnels formés spécifiquement à la procédure pénale. En l'absence de ces moyens humains et financiers et de cette formation, vous allez donc, mes chers collègues, détériorer la lutte contre la fraude que vous souhaitez pourtant renforcer. Pour toutes ces raisons, nous demandons donc la suppression de cet article. Je vous remercie. Merci. Le 17, Madame Poncet-Monge. Oui, donc beaucoup de choses ont été dites, je vais raccourcir. En fait, cette mesure fait écho à une disposition appliquée donc aux services fiscaux. Or, je souhaite quand même pointer qu'il existe de larges différences de logique entre les administrations sociales et fiscales. Là encore, cela accompagne un changement de philosophie, de posture par rapport aux missions premières des organismes de sécurité sociale. D'autant que, je pense, cette disposition sera très difficile sur le plan opérationnel en regard aussi de ce qui vient d'être dit et du peu d'impact qu'elle produira. Donc, nous voterons contre. Merci. Enfin, pour l'amendement. On avait compris. Enfin, pour l'amendement. Avis du rapporteur général, monsieur. Oui, Monsieur le Président, écoutez, on a déjà évoqué en commission les grandes réserves que nous avions sur cet article parce que ça supposerait pour des raisons opérationnelles une formation longue et appropriée évidemment des agents de contrôle pour un bénéfice qui reste, semble-t-il, difficile à apprécier compte tenu que les agents effectivement de contrôle ont déjà la possibilité effectivement de poursuivre sur un plan judiciaire, par une coopération qui existe et qui nous semble satisfaisante sur le plan opérationnel actuellement, de coopération entre la police et puis les agents de contrôle des organismes sociaux. Donc pour toutes ces raisons, nous sommes favorables à ces amendements de suppression. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Pour strictement les mêmes raisons qu'énoncées par Monsieur le rapporteur, le gouvernement est favorable à ces amendements de suppression. Je vous remercie. Très bien. Je mets aux voix donc ces deux amendements de suppression avec deux avis favorables gouvernement et commission. Qui est pour? Qui est pour les amendements, bien sûr, oui. Oui, on vote les amendements, on ne vote pas les articles. Après. D'accord. Qui est contre? Ils sont adoptés et l'article 18 est donc supprimé. L'article 19 reste supprimé, l'article 20 également. Je mets aux voix l'article 21 sur lequel il n'y a pas d'amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 22 sur lequel il n'y a pas d'amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'article 23 reste supprimé, de même que le 24. Je
Je mets aux voix l'article 25 sur lequel il n'y a pas d'amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. J'ai ensuite l'amendement numéro 4 sur l'intitulé de la proposition de loi. Amendement numéro 4, Madame Lubin. La question de la fraude sociale suscite beaucoup de fantasmes au point d'avoir été associée d'ailleurs à une cause du trou de la Sécu dans la tête de certains. Et en tant que sujet sensible pour l'opinion publique, il n'est pas exempt d'instrumentalisation politique. Pour lutter contre ces fantasmes, il convient de sortir du flou, de l'ambiguïté, parfois volontairement entretenue. Le discours récurrent sur la fraude sociale tente en effet à faire croire que notre système est en lui-même fraudogène et à alimenter la suspicion à l'égard de leurs bénéficiaires légitimes. Or, nous sommes tous bénéficiaires à un moment de notre vie, à un degré ou à un autre, de prestations sociales. Si la lutte contre la fraude intentionnelle est légitime, elle se doit d'être juste, c'est-à-dire, outre la nécessité de s'accompagner du même volontarisme en matière d'accès aux droits et de lutte contre le non-recours aux prestations sociales, viser tous les types de fraude, en premier lieu la fraude fiscale, qui est bien supérieure en termes de montant à la fraude sociale, arrêter de faire croire que la fraude aux prestations est plus importante que celle aux cotisations, quand la vérité est inverse, les entreprises, les professionnels fraudent plus que les particuliers. En conséquence, ne pas aller au plus facile en visant prioritairement les particuliers, sortir de l'amalgame du vocable fraude sociale les situations individuelles qui relèvent de la non-intentionnalité et qui sont dues essentiellement à la complexité administrative du système de protection sociale, d'avec les fraudes intentionnelles organisées, au premier rang desquelles celles des réseaux professionnels qui relèvent, elles, de la délinquance. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur général. Oui, écoutez, c'est un avis défavorable, Monsieur le Président, parce qu'il n'y a pas que des fraudes organisées, il y a aussi des fraudes individuelles. Donc je crois que l'appréciation fraude sociale me paraît beaucoup plus générique et générale. Et donc la précision souhaitée ne me paraît pas souhaitable. C'est défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. L'intitulé de la proposition de loi relève de la volonté de ses auteurs et ça n'est pas moi qui ai tant de respect pour nos chambres et qui a été parlementaire 3 ans et demi qui viendrait m'immiscer dans ce débat. C'est donc un grand avis de sagesse pour le gouvernement. Je vous remercie. Très bien. Bon, je mets l'amendement 4 aux voix avec un avis défavorable de la commission, sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Madame Goulet. Madame Pour-Sopoli. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, je voudrais remercier le rapporteur, le gouvernement et mes collègues pour avoir voté la quasi-totalité des articles qui restaient en discussion. Dire que c'est un pas pour préparer le PLFSS. Alors, je ne sais pas s'il y aura une niche à l'Assemblée nationale, mais il y a au moins plusieurs dispositions. J'étais un peu surprise d'ailleurs que nos collègues de l'opposition sénatoriale ne votent pas l'article 22 sur les entreprises éphémères, parce que pour le coup, c'est là qu'on a des patrons voyous, de la fraude aux cotisations, de la fraude aux prestations. C'est un sujet qui est vraiment important, ces entreprises éphémères qui, en plus, créent de la distorsion de concurrence sur nos territoires. Donc, je crois, Madame la Ministre, que sur les sujets de la fraude transfrontalière, comme on l'a déjà fait remarquer à plusieurs reprises, votre collègue nous avait annoncé lors du PLFSS un travail du CLES. Je crois qu'on l'attend encore. Donc, nous pavons le chemin vers le PLFSS, plus le travail que le ministre Dussopt et le gouvernement a lancé sur ce sujet devrait nous permettre, cette fois-ci, d'avoir un vrai dispositif contre la fraude sociale. Encore une fois, ce n'est pas une fraude de pauvres, ce n'est pas une fraude qui stigmatise. Et en ce qui concerne la fraude aux cotisations, nous y sommes évidemment tout aussi attentifs. Donc évidemment, le groupe de l'Union centriste qui a déposé cette proposition dans cette niche est très favorable à cette proposition, évidemment, que nous allons évidemment voter en l'état. Merci. Madame Pour-Sopoli. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, notre groupe pense qu'en pleine pandémie,
cette proposition de loi n'était pas la priorité, d'autant qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, de désespérance chez nos concitoyens, que ce soit au niveau sanitaire ou social. Et donc, nous pensons que ce n'était pas le moment d'aller taper, évidemment, une fois de plus, sur les plus pauvres. Alors, nous l'avons dit, nous sommes évidemment contre les fraudes, ça va de soi. Mais en commission des affaires sociales, l'ensemble des groupes ont dénoncé un texte inabouti, 25 articles initialement, pour tomber à 10. Et donc, nous avons, pour notre part, regretté, y compris, qu'il n'y ait pas d'audition des organisations syndicales des salariés et qu'il n'y ait pas les services de l'inspection générale qui soient auditionnés. Alors, nous l'avons dit tout au long de ce texte avec ma collègue Laurence Cohen, il y a pour nous 2 poids, 2 mesures, puisqu'il n'y a aucune comparaison, il faut bien se le dire, entre fraude sociale aux prestations sociales qui, je le rappelle, sont d'1,2 milliard et avec la lutte contre la fraude fiscale et patronale qu'il nous faudrait mener de front. Alors, parce que, selon l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOSS, en 2018, la fraude patronale était estimée entre 6,8 milliards et 8,4 milliards d'euros, soit 8 fois plus que la fraude aux prestations sociales. Pour toutes ces raisons, nous allons voter contre cette proposition de loi parce que, nous le disons une fois de plus, finalement, il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. Je vous remercie. Merci. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dont la commission a rédigé ainsi l'intitulé « Proposition de loi tendant à appliquer diverses mesures urgentes pour lutter contre les fraudes sociales ». Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée.